RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Bonjour à toutes et à tous, merci mille fois d'être là comme chaque week-end pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous de la tech sur RMC, vous le savez, le dimanche matin, la version audio qui vous attend sur rmc.fr et la version vidéo sur 01 TV, car dorénavant votre chaîne dédiée à l'actualité high-tech s'appelle 01 TV, à la fois donc sur le web, sur le site 01net.com, mais aussi sur YouTube et sur la chaîne YouTube 01 TV avec un nouveau décor que vous allez pouvoir découvrir dorénavant si vous nous regardez en vidéo. Un nouveau décor, un nouveau wall comme on dit, pour découvrir le nouveau logo de 01 et puis le nouveau logo aussi de quoi je me mêle. Au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, je recevrai le porte-parole de Facebook pour tout ce qui est la partie hardware. Vous savez que Facebook essaie un petit peu de sortir du réseau social. Alors même s'ils sont hyper puissants là-dessus, ils essaient une incursion assez intéressante sur le hardware avec à la fois la VR, la réalité augmentée, mais aussi un appareil assez étonnant qui s'appelle Portal. On en parlera avec mon invité tout à l'heure, Lucas Perrodin. Et puis je vous rappelle qu'à tout moment vous pouvez réagir avec évidemment le hashtag DQJMM sur Twitter et la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et pour débuter ce De quoi je me mail, le club de la presse IT avec Christopher Siminelli qui est là. Bonjour Christopher. Bonjour François, bonjour à tous. Le directeur de la rédaction de 01net.com qui va commenter l'actualité high-tech de la semaine. Et à nos côtés aussi, Emmanuel Paquette, fidèle bonjour au poste. François. Bonjour Emmanuel, journaliste à l'Express et un fin connaisseur aussi de toute cette tech. Et on va commencer par le Black Friday. Le Black Friday s'est terminé il y a quelques jours, parce que vous savez que c'est plus... un vendredi noir, c'est maintenant une semaine qui dure. Ouais. Voilà, là, on est rentré dans une autre semaine noire qui est peut-être un peu moins commerçante, on va dire, un petit peu plus sociale. Mais là, on va revenir sur le Black Friday de la semaine dernière avec des résultats exceptionnel. Oui, alors, c'est vrai que cette année, le Black Friday il y avait beaucoup de tensions, il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées contre ce phénomène commercial, un peu plus que les autres années. Ça n'a pas empêché le Black Friday de battre encore un nouveau record. Aux États-Unis, sur la seule journée du vendredi, c'est 7,4 milliards de dollars qui ont été dépensés durant le Black Friday, contre 6,2 milliards en 2018. Donc c'est quand même une progression assez importante. Pour la petite anecdote, fun fact, aux États-Unis, sur cette période du Black Friday, 200 000 armes ont été écoulées, selon le FBI. Donc c'est tout simplement hallucinant. Donc oui, aux États-Unis, il y a aussi des promos Black Friday sur les armes à feu. Alors j'imagine les cartouches là. Voilà. En France, c'est 56 millions de transactions qui ont été enregistrées, 6 millions de plus qu'en 2018, donc là aussi on peut vraiment appeler ça un succès. Le Cyber Monday, vous savez, c'est le lundi qui suit le Black Friday, un peu moins suivi que Black Friday, même si alors qu'aux États-Unis, le Cyber Monday génère plus de ventes que le Black Friday. C'est assez intéressant. 9,4 milliards de dollars sur la seule journée du lundi aux États-Unis. C'est un peu les soldes du Black Friday, non, le Cyber Monday? C'est le dernier jour, en fait, Ouais, dernière remise. Oui, avant fermeture. Ouais, c'est un peu ça. Et puis après, c'est vrai que le Cyber Monday concerne avant tout les marchands sur le web, et donc un peu moins les ventes physiques. Donc peut-être le phénomène était un peu plus étendu aux États-Unis. Voilà, pas trop en France, parce que le Cyber Monday a représenté que 19% des ventes sur la période. Quelques best-sellers sur la période. Tous les jouets liés à la Reine des Neiges 2 ont fait un carton. La Nintendo Switch aussi. Donc c'est vrai que la Switch classique était en promo, pas la nouvelle, pas la Switch Lite. Les PC Apple ont très bien marché, et des télé Samsung. Voilà, c'est un peu le top des ventes du Black Friday. Pour la petite anecdote, on parle des gros chiffres du Black Friday, mais ça reste complètement dérisoire par rapport au premier événement commerçant mondial qui s'appelle le Singles Day en Chine, que les gens commencent un peu à connaître ici. Donc qui est un petit peu avant, qui est un petit peu avant, c'est le 11 novembre, donc 1-1-1-1, voilà, c'est la fête des célibataires, d'où c'est 1 partout. Et donc en Chine, c'est 38,4 milliards de dollars en une seule journée, et uniquement chez Alibaba. C'est dingue. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Alors qu'en France,
On essaie de lancer ce single day, mais on voit que ça a du mal à décoller. Hein. Oui, c'est vrai, il y a eu certains marchands en France ont joué le Singles Day, donc notamment Boulanger. Je pense que c'est des tests, mais vu l'ampleur du phénomène et aussi l'importance que prennent les marchands et les marques chinoises en France, il y a de grandes chances que ce phénomène prenne de l'ampleur aussi en France. Emmanuel Paquette, le Black Friday, donc un succès monstrueux. Ça change tout pour les commerçants qui se retrouvent en fait à être obligés de faire les soldes avant les grands moments en fait des fêtes de fin d'année, alors qu'avant c'était pas comme ça. Hein. Ça bouleverse complètement le commerce, non, le Black Friday. Alors en même temps, selon effectivement l'Institut GFK, qui dit qu'en France c'était autour de 6 milliards d'euros qui ont été réalisés pendant le Black Friday, enfin, en tout cas pendant le week-end. On voit plus un décalage dans le temps des achats, c'est-à-dire en réalité c'est pas forcément une augmentation de la volumétrie des achats des gens, c'est plutôt on l'anticipe et on le fait plus tôt. Donc c'est plus une modification de logistique entre guillemets et de quand est-ce qu'on pousse et qu'on met en avant effectivement des bons coûts, des produits pas chers à pousser sur des sites internet, notamment Amazon qui reste quand même le premier grand site en France. Oui, c'est la locomotive. Après il y a ces discounts, il y a un classement assez classique, Price Minister, Rakuten qui est en numéro 3, numéro 4. Donc on voit que la hiérarchie est conservée par rapport à ce qu'on voit habituellement et c'est juste simplement une anticipation des consommateurs qui achètent un peu plus tôt pour pouvoir être livrés au bon moment, notamment avec les problèmes qu'on peut avoir des problèmes de livraison. Ça, tout le monde en rencontre de temps en temps quand on fait ses achats sur internet. Et puis dans le dur, dans le commerce en dur, l'idée c'est la même chose, c'est d'anticiper un petit peu, surtout avec les grèves qu'on connaît aujourd'hui, donc de pouvoir acheter avant pour justement ne pas subir les dernières semaines de cohue un peu dans les grands magasins. Et on remarque d'ailleurs une baisse d'activité sur les soldes d'hiver qui démarre début janvier, qui était un moment très attendu avant et un peu phagocyté par l'émergence du Black Friday quand même. On enchaîne avec Qualcomm, vous le savez, le constructeur américain de puces, qui a annoncé en fait une nouvelle puce, un nouveau CPU comme on dit, et on en parle parce que évidemment dans votre smartphone il y a forcément, ou alors il y a de très grosses chances pour qu'il y ait un processeur Qualcomm. Oui, alors Qualcomm pour rappel c'est un fabricant de SoC, System on a Chip. Ce sont des puces, c'est même au-delà du CPU, c'est des puces tout en un qui intègrent le modem, le processeur, donc la gestion du calcul processeur d'image, et donc Qualcomm est le leader mondial aujourd'hui sur les smartphones milieu et haut de gamme. Ils ont présenté la Huawei lors de leur conférence annuelle, le dernier modèle de leur SoC haut de gamme qui va s'appeler donc Snapdragon 865. Alors on parle de système on a chip où ce sont des puces tout en un, mais là bizarrement le modem est en dehors du processeur. C'est la première grosse surprise. Alors pourquoi ? Parce que c'est un modem 5G qui est vraiment au fait des dernières évolutions de la norme 5G. Donc c'était très compliqué selon Qualcomm de l'intégrer dans la puce pour des questions de consommation d'énergie, de miniaturisation. Alors l'impact pour les smartphones haut de gamme, en tout cas de l'année à venir et peut-être de l'année encore d'après, c'est qu'il y a une tendance à une consommation un peu plus élevée, parce que 2 puces, ça a un impact forcément sur la consommation, et aussi ça va aussi entraîner des contraintes d'intégration technique pour les fabricants. C'est plus difficile aussi de mettre 2 puces sur la carte mère des smartphones. Voilà, que dire de plus sur cette puce ? Qualcomm a détaillé un peu tous les usages et les principes de fonctionnement de cette puce hier, et c'est assez incroyable en termes de puissance de calcul qui est capable de déployer ce processeur. On est vraiment au niveau d'un processeur haut de gamme pour PC d'il y a 5 ans. Ouais, c'est ça qui et ça c'est vraiment affolant quand on voit la taille de cette puce tenue en main. Je vous invite à aller voir un peu le détail sur 01net.com, c'est assez incroyable. C'est le processeur Star qui sera d'ailleurs dans les smartphones haut de gamme de l'année prochaine. On est d'accord. Oui, clairement. Que ce soit les Samsung. Alors sauf Apple, parce qu'on rappelle qu'Apple a fait l'acquisition de l'activité modem d'Intel là, tout récemment. L'opération a été finalisée tout récemment. Donc c'est vrai que pour Qualcomm c'est aussi un enjeu très fort cette puce, parce que il y a une bataille sur les puces avec Apple. Mais ils ont un accord avec Qualcomm, je crois. Apple, ils ont passé un accord pour la 5G. Pour la 5G. Je crois bien. Il y aura de la puce Qualcomm dans les smartphones Apple l'année prochaine, visiblement. Parce que le développement des modems 5G chez Intel a pris du retard. Et effectivement, Apple a une obligation d'avoir de la 5G sur la prochaine génération d'iPhone. Bien sûr. Et donc va travailler obligatoirement avec son ennemi juré à Qualcomm, avec qui il y a toujours des procès en cours. Mais ils sont obligés. Mais ça va durer, ça va pas durer éternellement. Non, c'est juste effectivement temporaire, le temps que la technologie Intel soit développée et soit mature.
Et oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que Qualcomm qui arrive à faire des puces 5G. Exactement. C'est incroyable. Et donc, Apple, devant toute sa puissance, est obligé de faire affaire avec Qualcomm. C'est incroyable. Et puis, il y a une autre incidence qui est aujourd'hui, quand même, la Chine, les 3 opérateurs chinois, donc China Unicom, China Mobile et China Telecom, ont lancé la 5G dans plusieurs grandes villes en Chine. On estime que l'année prochaine, en 2020, il y aura 110 millions d'abonnés à la 5G sur le seul marché chinois, avec un taux de pénétration de l'ordre de 7%. À titre de comparaison, la Corée du Sud, qui s'est lancée beaucoup plus tôt, donc en avril 2019, ils auront un taux de pénétration de 3 à 4%. Donc ce qui veut dire qu'il faut vite équiper les terminaux chinois de puces 5G, donc c'est un énorme marché pour Qualcomm. Qualcomm estime qu'il devrait y avoir 200 millions de téléphones vendus dans le monde, donc d'où a priori 110 rien qu'en Chine. Donc on voit que le marché il est là et que effectivement Qualcomm est en train de venir très rapidement sur ce marché qui va porter et driver la 5G. Enfin, je crois que j'ai dit une bêtise, il n'y a pas que Qualcomm qui fait des puces 5G, il y a Huawei aussi qui a son propre chipset 5G. Je crois qu'ils sont en train de la développer. Alors il y a des tensions entre les deux. Entre Huawei et Qualcomm, mais je pense que quand même aujourd'hui Huawei est obligé de travailler avec Qualcomm aussi. Okay. Je suis pas sûr que Huawei soit encore au point. C'est vrai que c'est peut-être plus l'aspect réseau 5G que Huawei maîtrise et peut-être pas les puces à l'intérieur des smartphones. Une page se tourne chez Google, Christophe. Oui, donc vous connaissez, vous avez forcément entendu parler de Sergey Brin et Larry Page qui sont les cofondateurs de cette petite start-up Google. Donc elle passe le relais à Sundar Pichai à la tête de la société Alphabet. Alphabet, c'est quoi ? C'est la maison mère de Google, donc qui regroupe l'ensemble des activités de Google. Alors, ils ont annoncé leur démission en ces termes. Si l'entreprise était une personne, ce serait un jeune adulte de 21 ans. Il serait temps de quitter le nid. Nous pensons qu'il est temps d'assumer le rôle de parents fiers qui apportent leurs conseils et de l'amour, mais pas une surveillance quotidienne. Voilà, beaucoup de poésie pour en fait des raisons qui pourraient être bien plus terre à terre. On en parlait avec Emmanuel. C'est vrai que Google enchaîne aujourd'hui les déboires et avec notamment la justice et dans tous les territoires où Google est présent, pour des abus de position dominante, pour des pratiques qui sont plus que limites sur certains marchés. Et donc, c'est vrai que Larry Page... Le fisc aussi. Ouais, avec le fisc, évidemment. Et Sergey Brin et Larry Page ne sont pas forcément les meilleurs interlocuteurs de la justice, ou en tout cas... C'est pas les meilleurs techniciens pour régler ce type de problème. Emmanuel ? Oui, l'autre chose, c'est aussi la fin d'une époque, parce que on avait vu qu'ils avaient mis en place en 2015 2 structures. Donc la structure Google, qui est en gros la structure de business, c'est-à-dire on rapporte beaucoup d'argent, 136 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, donc c'est monstrueux. Et Sundar Pichai s'occupait de ça. Et à côté de ça, il y avait la division Alphabet, donc qui était dirigée par Sergey Brin et Larry Page. Et là, l'idée, c'était de développer ce qu'on appelle les projets Moonshot, donc c'est ceux qui visent la Lune, littéralement. Donc dedans, on retrouvait par exemple Calico, vous savez, la structure qui permet normalement de ne plus vieillir ou de ne plus mourir, donc qui a visé éternaliste d'une certaine façon. On retrouvait Waymo, donc la voiture autonome. On retrouvait aussi par exemple un ascenseur spatial. Tout ce qui était un peu les projets fous, un peu prospectif et voilà. C'est ça, exactement. Et donc on avait la structure financière qui ramenait beaucoup d'argent d'un côté, et l'autre qui en fait rapporte en gros 500 millions de chiffre d'affaires, 3 milliards de pertes, Alphabet. Et donc ça inquiétait un peu les financiers en se disant ouais, mais d'un côté vous avez Google qui se porte très bien et qui génère beaucoup de cash, de l'autre Alphabet, depuis 4 ans on attend à ce qu'il y ait quelque chose qui sorte d'Alphabet, mais rien ne sort. Oui, mais après ça peut être considéré comme de la R&D, donc la R&D on le sait, ça rapporte pas tout de suite, il faut parfois quelques années. Mais c'est la R&D qui partait un peu dans tous les sens. Voilà. C'est-à-dire le cerveau humain, l'immortalité, la voiture autonome, il se faisait plaisir en gros. Et du coup là on voit que c'est Sundar Pichai qui va reprendre la main sur Alphabet, c'est-à-dire en gros ça semble un peu fini de jouer. C'est celui qui fait rentrer l'argent. Ces projets un peu fous, c'est peut-être la fin. Il est possible qu'il y ait des hauts-là sur certains d'entre eux et qu'il y ait une forme de priorité. On va prioriser certains projets par rapport à d'autres, et notamment ceux qui peuvent avoir des débouchés. Je rappelle juste que dans Alphabet, il y avait aussi les Google Glass qui ont été une catastrophe pour Google. Ça n'a jamais fonctionné. C'est clair. C'est arrivé peut-être un peu trop tôt, les Google Glass. On se demande bien maintenant ce qu'ils vont faire, Larry Page et Sergey Brin. Le cordon est vraiment coupé entre Brin, Page et Google ou pas ? Il reste encore actionnaire. C'est les actionnaires majoritaires. Majoritaire. Ils sont en conseil d'administration. Donc
donc ils vont garder leur siège au conseil d'administration, mais on a du mal à croire qu'ils vont passer leur journée devant Netflix à la maison sur leur canapé, quoi. Oui, parce que en plus, ils sont pas totalement dans le besoin, je pense, tous les deux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tout va bien. On quitte l'univers Google pour s'intéresser à celui d'Apple maintenant, et une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont clients d'une banque qui n'avaient pas Apple Pay. On voit que de plus en plus maintenant, Apple Pay investit toutes les banques françaises. Alors pour rappel, Apple Pay, c'est un peu comme votre carte bancaire sans contact, mais au lieu de présenter votre carte devant le terminal de paiement, vous présentez votre iPhone ou votre Apple Watch. Donc c'est ceux qui l'utilisent au quotidien, pour ceux qui l'utilisent, c'est vrai que c'est très pratique, et c'était quand même assez frustrant pour certains clients de quelques banques qui n'étaient pas compatibles. Oui, parce que pour utiliser ce système avec la Watch ou l'iPhone, il fallait que sa banque ait un partenariat avec Apple. Il en manquait 4 grandes pour boucler la boucle chez Apple, et ces 4 grandes devraient être compatibles dans le courant de l'année 2020. En tout cas, c'est ce qu'on apprend sur la page Apple Pay du site d'Apple. Donc les banques en question, c'est Crédit Agricole, CIC, Crédit Mutuel et LCL, qui seront compatibles Apple Pay dans le courant de l'année 2020. Alors c'est intéressant parce que avec ces 4 banques-là, Apple a des partenariats avec le top 15 des plus grandes banques françaises. Donc franchement, il y a très peu de chances qu'un utilisateur d'iPhone en France ne puisse plus utiliser Apple Pay. Si on compare aux autres systèmes concurrents, donc notamment celui de Samsung Pay, il y a 13 établissements de paiement, mais seulement 5 grandes banques, si on peut les appeler comme ça, compatibles. Google Pay, c'est encore pire, 12 établissements, dont 5 banques, et aucune grande, quand je dis grande, c'est dans le top 5, et j'enlève les banques en ligne qui sont plutôt des banques secondaires et pas toujours principales. Pour Google, on imagine la raison. On imagine qu'il y a plein de banques qui ne sont pas forcément disposées à nouer des partenariats bancaires et financiers avec une boîte comme Google qui a beaucoup de problèmes par ailleurs de protection de la vie privée. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, Apple fait un bond en avant assez colossal dans le paiement sans contact sur mobile. C'est un succès pour Apple Pay. On se souvient au lancement d'Apple Pay, moi je discutais avec certains patrons de banque qui disaient nous on n'ira jamais sur Apple Pay, c'est vraiment on considère que c'est un concurrent, etc. Apple encore une fois a dicté sa loi. Oui, alors est-ce que c'est Apple ou les utilisateurs des iPhones ou les utilisateurs des iPhones, parce qu'effectivement on voit que le risque pour les banques c'est de se faire désintermédier, c'est-à-dire que le lien se fasse entre Apple d'un côté et le client de l'autre, donc pour une banque c'est un peu embêtant, et surtout comme le disait Christopher, la différence entre les différents acteurs c'est que Google prélève en plus sa commission sur les achats, 0,01% a priori sur tous les achats réalisés sur Apple Pay, quand c'est 0 pour Samsung et 0 pour Google. Donc on voit ce que Samsung et Google, il y a autre chose qui les intéresse. On voit qu'Apple, ils veulent vraiment prendre la place de la carte bancaire, et donc Visa et American Express, et prendre une commission au passage. Donc les banques c'est plus en gros Visa et American Express qui se font pour le coup désintermédiés que les banques en tant que telles. Oui, parce qu'on garde toujours notre compte courant sur une banque. Exactement. La question c'est de savoir où vont les données après. Est-ce que les banques ont toujours accès aux données d'achat, ou est-ce que c'est Apple qui les conserve du coup Moi j'ai pas eu vraiment de réponse là-dessus. Connaissant Apple, généralement ils essaient de tout conserver, donc voilà. Mais c'est sûr que sous la pression des utilisateurs, alors les paiements via smartphone, que ce soit via Apple ou d'autres, ça représente quasiment même pas 1% aujourd'hui quand même, sur la volumétrie totale. Donc Visa, American Express, Mastercard, ils sont quand même pas à la ramasse encore. Mais la tendance est là, et elle ne fait qu'augmenter. Donc c'est sûr que ça peut être une menace à terme pour eux. Et rappelons que avec l'Apple Watch maintenant, l'Apple Watch est compatible Apple Pay, donc on peut très facilement payer avec sa montre son resto, en fait ce qu'on veut. Et on voit même qu'en Angleterre, on peut passer directement, prendre le métro avec son Apple Watch. Et tout ça a été en plus accéléré ces derniers temps avec une nouvelle technologie qui fait que vous passez de manière complètement fluide les portiques du métro à Londres avec votre Apple Watch. C'est quand même génial, ça. Oui, on a le sans contact mobile sur le réseau de RATP parisien, mais c'est toujours pas compatible Apple. On rappelle que 84 jours après l'annonce, Valérie Pécresse n'a toujours pas fait plier Apple sur ce sujet. C'est ça. Enfin, encore faut-il pouvoir prendre le métro, puisqu'il n'y en a pas actuellement. Et, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Et on va terminer par cette bonne nouvelle. Moi, j'en avais marre d'avoir une grosse carte d'identité dans mon portefeuille. Et voilà, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini tout ça. On va avoir une
bientôt une petite carte d'identité. Ouais, mais si on va avoir cette nouvelle carte d'identité, c'est pas pour te faire plaisir. Non, François, c'est pas que pour ça. Non, c'est que la France finalement va y être obligée. C'est lié à un règlement européen qui a été adopté en juin 2019 et qui oblige tous les États membres à élever un peu le niveau de sécurisation des cartes d'identité nationales, en raison d'un volume de fraude très important, en tout cas en Europe. Et donc ça passe par notamment la numérisation des empreintes digitales qui vont être stockées sur une puce sans contact dans cette carte d'identité, un peu comme c'est le cas aujourd'hui sur les passeports biométriques. Alors, fait intéressant, aujourd'hui un citoyen français peut s'opposer à la numérisation et l'enregistrement de ses empreintes. Ce ne sera plus le cas demain avec cette carte d'identité où ce sera obligatoire, enfin en tout cas la numérisation et l'enregistrement des empreintes sera obligatoire. Alors au-delà du niveau de sécurité qui sera plus élevé, on nous dit que cette carte devrait nous permettre aussi de nous authentifier de manière plus simple et plus rapide sur les services administratifs de l'État, du service public, donc pour régler ses impôts, ses contraventions, n'est-ce pas François? Oui. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Donc c'est assez intéressant et c'est vrai que d'un point de vue purement utilisateur, d'avoir une carte d'identité format carte de crédit, un peu comme le nouveau permis de conduire, c'est quand même plus Aux sympa. US, ils ont ça depuis des années. Ouais, c'est vraiment pratique. Et je crois qu'en plus, dans l'enclave numérique en fait, de la carte, parce que c'est nouveau qu'il y ait une puce dans une carte d'identité aujourd'hui. La carte d'identité, il n'y a pas de puce. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il y aura aussi notre photo qui sera stockée numériquement. Je crois bien. Il n'y a pas que l'empreinte digitale, il y aura aussi notre photo. Emmanuel, c'est la logique en fait. C'est la logique. C'est vrai que il y a déjà des pays en Europe qui ont déjà basculé. Il y a eu l'Allemagne, il y a le Portugal, je crois, l'Espagne. Donc la France ne fait que suivre effectivement cette demande de Bruxelles. Et effectivement, aujourd'hui, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle parce que quand on va sur le dark web, on voit aujourd'hui que les photocopies de cartes d'identité servent énormément et sont revendus sur le dark web. Là, ce sera plus compliqué parce que il faudra quand même qu'il y ait cette puce d'identification. Une simple photocopie de la carte d'identité suffira plus. Donc c'est sûr qu'au niveau de rehaussement du niveau de la sécurité, c'est plutôt une bonne chose. Après, c'est vrai, il peut y avoir des risques de vie privée, notamment sur les empreintes. De ce que j'ai compris, la donnée biométrique, elle est conservée sur la carte, elle n'est pas stockée sur un serveur distant. Encore une fois, si j'ai bien compris, ce qui fait qu'il n'y aurait pas nécessairement de risque de hacking sur une base centrale dans laquelle il y aurait les empreintes digitales de tout le monde, mais ça serait vraiment sur la carte. Donc d'une certaine façon, c'est si on la perd que là il peut y avoir un problème, mais il y a de fortes chances que ces données-là soient chiffrées, donc il faudrait aussi casser le chiffrement. Donc il faudra regarder quel type de données, est-ce qu'on peut y accéder facilement, mais là je pense que les autorités compétentes, en l'occurrence ça devrait être l'ANSSI qui va travailler dessus, va certifier le niveau de sécurité de ces systèmes. Bon, on rappelle aussi que pour les précédentes pièces d'identité nationales, on donnait aussi notre empreinte, sauf qu'elle n'était pas forcément numérisée systématiquement, mais elle était bien stockée quelque part dans des archives, dans des serveurs, dans des serveurs ou même de manière physique. Donc ce système-là n'était pas à l'abri non plus du piratage. Peut-être juste une question de date. Donc le règlement européen doit prendre effet le 2 août 2021. Donc ça va arriver vite, c'est dans 1 an et demi. Donc il y a de grandes chances que cette carte d'identité fasse son apparition 6 mois avant au moins. Est-ce qu'elle sera toujours gratuite cette carte d'identité ? Parce qu'aujourd'hui, elle l'est. On peut imaginer que c'est un surcoût monstrueux pour l'État, la mise en place de cette nouvelle carte, parce que ça intègre de la technologie, des puces. Enfin, je veux dire, le coût de fabrication de cette carte, à mon avis, va être mettre plus élevé. En parallèle avec le coût généré par la fraude aussi aux pièces d'identité. Ça va être tout aussi important. Et puis la volonté de développer une identité numérique du gouvernement, bien sûr, qui peut passer aussi par la reconnaissance faciale, puisqu'on en a parlé aussi récemment. Donc une identité numérique pour l'administration, pour pouvoir accéder plus facilement, pour payer en ligne ses impôts, etc. Donc on voit que tout ça peut faire des économies, pas nécessairement sur la carte en elle-même, mais sur des services adjacents. Prochaine étape, le passeport. On en a marre de ce gros passeport là, avec ses feuilles, etc. Ça serait bien aussi de le numériser. Ah, mais bon, il y a quand même le charme de tous ces tampons. C'est quand même sympa. Le charme. On peut dire ça comme ça, c'est vrai. Merci à tous les deux. Merci François. À Christopher Simili, directeur de la rédaction de 01net, et puis Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. Un mot aussi pour vous dire que, alors on en a parlé dans toutes nos émissions, mais on vous prépare une grosse nouveauté pour ce début d'année, avec Christopher et puis avec toute la rédaction de 01. C'est le lancement de notre chaîne de télé.
Voilà, 01 Net TV devient 01 TV, qui est donc la chaîne, on va dire, ombrelle du site 01, Oui. sur laquelle vous retrouverez toute l'actualité high-tech en vidéo. Alors tous les programmes que vous peut-être connaissez déjà sur YouTube ou sur 01 Net TV seront sur cette chaîne qui arrivera le tout début janvier, le 6 janvier sur les box SFR et le 8 janvier sur les box Orange. Voilà, T'as tout dit. une nouvelle aventure qui commence et on aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Vous retrouverez De quoi je me mêle sur la grille des programmes donc de cette nouvelle chaîne qui, espérons-le, vous plaira et qui, voilà, pour son lancement vous réserve quelques surprises avec notamment une émission inaugurale qu'on est en train de vous préparer et puis le CES de Las Vegas qui va vite arriver et qu'on vous proposera donc en direct. Merci à tous les deux, vous restez avec nous, la suite de quoi je me mêle c'est dans un instant et on va s'intéresser à la stratégie hardware de Facebook. Réalité virtuelle, réalité augmentée, portal aussi, à quoi servent ces espèces de cadres photos qui font de la visio chez Facebook avec tous les problèmes de vie privée que cela implique et on est en droit de se poser toutes ces questions. On en parle avec mon invité. Je reçois Monsieur Hardware chez Facebook en Europe, il s'agit de Lucas Perrodin. Il me rejoint dans 1 minute. À tout de suite. De quoi je me mêle sur RMC et 01 TV.